Dans la philosophie de Jean-Paul Sartre, la liberté du sujet est absolue, mais jamais abstraite. Elle se déploie toujours dans une situation, c'est-à-dire dans un monde déjà structuré par des rapports sociaux, des appartenances, et surtout par la présence d'autrui. Si je suis fondamentalement libre, cette liberté se confronte à celle des autres, à leurs regards, à leurs attentes, à leur tentative de me définir ou de me figer dans une identité. Le corps, dans cette perspective, devient un lieu central de cette confrontation. Corps vécu, corps perçu, corps pour autrui. Il cristallise l'écart entre ce que je suis pour moi-même et ce que je deviens dans les yeux des autres. Dès lors, une tension s'installe. Comment préserver ma liberté quand autrui me voit comme un objet? Et que reste-t-il de cette liberté quand les catégories sociales, race, genre, classe, semblent me précéder, me déterminer? Ce projet explore ces questions à partir des concepts clés de Sartre, tout en les mettant en dialogue avec les critiques de penseurs comme Merleau-Ponty et avec des problématiques contemporaines, identité, assignation et résistance du sujet. Bonjour à toutes et à tous. Un sujet peut devenir objet pour autrui, mais jamais pour lui-même. Autrui ne peut jamais totalement déposséder un sujet de sa conscience. De son côté, le sujet peut bien adopter le regard d'autrui, mais ce regard ne concerne jamais son corps pour soi. Il s'agit toujours du corps tel qu'il apparaît à autrui, du corps pour autrui. Or, ce regard d'autrui sur nous nous échappe radicalement. Il nous est impossible d'avoir une intuition directe de ce que nous sommes pour autrui. Si cela était possible, cela reviendrait à être à la fois en soi et pour soi, c'est-à-dire à renier notre statut de sujet libre. Toute tentative de se réduire à un simple objet, par exemple en se définissant une fois pour toutes par un trait de caractère, est condamnée à l'échec. Car même alors, la conscience reste présente, et en posant cet être, elle le dépasse aussitôt. La conscience, en tant que liberté, ne peut être figée ni saisie. Elle transcende toujours l'être qu'elle vise et ne peut être atteinte par autrui. Ce n'est jamais la conscience qui est aliénée, mais le corps, car seul le corps se donne à voir et à manipuler dans le monde. Autrui peut donc atteindre notre corps, le contraindre ou l'utiliser, mais il ne saurait enfermer notre liberté. Même dans l'immobilité la plus totale, la conscience garde la possibilité de vouloir autre chose, de s'échapper, de se projeter. En ce sens, la liberté du sujet demeure fondamentalement inaltérable. Ainsi, autrui ne peut exercer aucune emprise sur notre conscience, autrement dit, sur notre liberté. Un sujet peut bien subir des pressions extérieures, être emprisonné, menacé ou même torturé pour qu'il agisse ou parle d'une certaine façon. Pourtant, le succès ou l'échec de ces tentatives dépend uniquement de sa décision intérieure, céder ou résister. Si le sujet choisit de résister, autrui reste impuissant. Il peut poursuivre ses efforts, mais sans jamais atteindre ce qui relève de la liberté intime du sujet. Du point de vue du sujet lui-même, ces tentatives extérieures ne prennent sens qu'en fonction des fins qu'il s'est fixées librement. Ce sont ses fins personnelles qui détermineront ce qu'il juge digne d'être enduré ou non. Cela ne signifie pas que céder ou résister n'a pas de raison. Mais ces raisons ne sont jamais absolues. Elles prennent toujours sens à partir d'un projet global, d'une finalité que seul le sujet peut choisir et juger. Que cette fin soit poursuivie par volonté ou par passion, peu importe. C'est toujours au sujet de décider si les moyens employés sont cohérents avec ce qu'il vise. Les éléments précédents permettent d'apporter une réponse à l'objection formulée par Merleau-Ponty à l'encontre de Sartre, selon laquelle, au départ, je ne suis pas un individu en dehors des classes, je suis socialement situé, et ma liberté, si elle peut m'engager ailleurs, ne peut pas faire de moi instantanément ce que je décide d'être. Cette critique n'est pas dénuée de pertinence. Toutefois, il convient de s'interroger sur ce que Merleau-Ponty reproche réellement à Sartre. À première vue, sa remarque ne contredit pas fondamentalement la pensée sartrienne. Certes,
Merleau-Ponty marque ici sa différence en soulignant l'importance des conditions sociales et concrètes dans lesquelles le sujet se trouve. Contrairement à Sartre, il refuse de concevoir la liberté comme totalement inconditionnée, affirmant que l'individu est toujours déjà inséré dans une situation déterminée. Mais Sartre, justement, ne nie pas cette donnée. Le sujet est toujours en situation. Ce qu'il affirme, c'est que la liberté ne s'exerce jamais en dehors de cette situation, mais toujours à partir d'elle. Loin d'exclure les conditions sociales, la liberté sartrienne se révèle justement dans la manière dont le sujet s'en saisit, les interprète et y répond. C'est dans la contrainte même que se manifeste le pouvoir de se projeter autrement. Chez Sartre, le sujet n'est pas une conscience désincarnée, détachée du corps ou extérieure au monde. Il est un être engagé, incarné, et en cela toujours aussi pour autrui. C'est à travers le regard d'autrui qu'il découvre ce qu'il est, car en tant que pour soi, il ne se possède jamais totalement. Il n'est jamais une essence figée, jamais une chose en soi. Le sujet, parce qu'il agit dans le monde, ne peut être réduit à une identité ou à une nature définie. C'est dans cette perspective que Sartre affirme. Pourtant, je ne puis en aucune façon me sentir juif ou me sentir mineur ou paria. C'est à tel point que je puis réagir contre ces interdictions en déclarant que la race, par exemple, est une pure et simple imagination collective. On pourrait aujourd'hui reformuler cette imagination collective comme une construction sociale. Pour Sartre, seules les individualités concrètes existent. Les catégories imposées de l'extérieur n'ont pas de réalité en soi. Cependant, comme nous l'avons vu, le sujet ne peut rien contre ce qu'il représente pour autrui. Le sens qu'il prend dans le regard de l'autre ne dépend pas de lui, mais de la liberté de cet autre. Et cette liberté est par définition hors de sa portée. Ainsi, si le sujet ne peut se sentir tel ou tel être, juif, paria, etc., c'est que le pour soi ne peut jamais avoir une intuition directe de ce qu'il est pour autrui. Son engagement dans le monde reste irréductible à toute objectivation. Ce qu'il est pour l'autre lui échappe toujours. Le corps pour soi n'est jamais un objet pour la conscience. Pour qu'il le devienne, il faut un déplacement. Il doit quitter la structure d'une conscience immédiate et engagée dans le monde où le sujet est conscience d'un objet, conscience thétique, et en même temps conscience implicite de son propre corps, conscience non thétique, pour entrer dans une conscience réflexive. C'est seulement dans ce basculement vers la réflexion que le sujet commence à se penser à travers le regard d'autrui, à partir des représentations que l'autre a de lui. Mais cette conscience réflexive ne signifie pas que le sujet s'identifie pleinement à son corps ou s'y réduise. La conscience entretient un rapport avec le corps, sans jamais s'y confondre. Le corps n'est pas un en soi pour elle, mais ce à travers quoi elle agit et se projette. Pour Sartre, les caractéristiques corporelles, comme la race, le sexe, la classe, ne sont pas des illusions. Cependant, elles ne définissent pas l'être du sujet. Je ne suis jamais entièrement cette race, ce sexe ou cette classe, en tant que sens fixé par autrui. Ces catégories deviennent signifiantes uniquement lorsqu'elles me sont renvoyées dans le regard d'autrui, qui tente ainsi de me réduire à un objet parmi les choses du monde. Autrement dit, je surgis dans un monde déjà structuré par ses appartenances, mais elles n'ont de portée pour moi qu'à travers l'interprétation que les autres en font. Et c'est uniquement en prenant conscience de ce que je suis pour autrui que je peux introduire une distance, une rupture, une néantisation entre moi et cette image que l'autre me renvoie. Ce processus me permet de reprendre la main sur cette assignation, de créer un espace de liberté vis-à-vis de ce que je suis censé incarner pour les autres. Ainsi, bien que je ne puisse pas devenir instantanément ce que je décide d'être, autrui, lui non plus, ne peut jamais faire de moi, pour moi, ce que je suis pour lui. Dès lors, la liberté d'autrui apparaît comme une limite extérieure à la nôtre.
Ma liberté ne peut jamais empiéter sur celle des autres, tout comme leur liberté ne saurait atteindre directement la mienne. Si tel était le cas, cela signifierait qu'autrui pourrait pénétrer jusqu'au cœur de ma subjectivité, m'objectiver totalement et faire de moi une chose, ce qui est impossible. Cependant, le fait que les autres soient également des libertés, engagées dans le monde, implique que je ne suis pas seul à exister et à agir. Chacun s'inscrit dans une réalité partagée, ce qui engendre des rencontres, des conflits ou des résistances. Autrement dit, le sujet se trouve confronté à la liberté des autres, à des volontés, des projets, mais aussi à des réalités sociales et historiques sur lesquelles il n'a pas toujours prise. Ces éléments peuvent conditionner ses possibilités, sans jamais annuler sa liberté. Ils en forment le cadre, les limites, à partir desquelles il devra se projeter. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Si le sujet vous a parlé, pensez à la partager autour de vous. Et surtout, dites-moi en commentaire. Comment préserver notre liberté face au regard d'autrui qui nous réduit à un simple objet? Abonnez-vous pour ne rien rater des prochaines réflexions et pour soutenir ce projet. On se retrouve très vite pour un nouveau podcast.